Près d'un siècle après l'introduction révolutionnaire de la physique quantique, celle-ci reste imperméable à toute interprétation logique. On semble condamné au bizarre, à l'étrange et au paradoxe sans aucune échappatoire. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi. J'avais très envie de faire une vidéo sur la physique quantique, mais plutôt que de directement s'y confronter, je vous propose de voir un ensemble de problèmes généraux liés à notre perception du réel, à l'expérimentation et à nos théories. On va voir toute une série d'analogies qui, je l'espère, vous convaincront que des phénomènes parfaitement contre-intuitifs peuvent découler de mécaniques parfaitement rationnelles. Lorsqu'on veut comprendre son univers, on cherche à savoir de quoi les choses sont faites. On a donc comme sujet d'étude des systèmes de plus en plus petits. Ces systèmes possèdent tout un tas de caractéristiques qu'on aimerait identifier par l'expérience. On réalise ce qu'on appelle ainsi une mesure et à l'issue de celle-ci, on espère avoir une valeur pour la grandeur qu'on désirait mesurer. Il peut s'agir par exemple de la position, de la vitesse ou de la masse. Mais une grandeur et une valeur, c'est quoi exactement ? Le plus intuitif, c'est la grandeur intrinsèque, lorsque ce qu'on mesure correspond bien à une caractéristique de notre système qui existe au niveau fondamental. On pourrait virtuellement zoomer et retrouver ce qui, dans notre système, correspond à cette caractéristique. Ouais, bah c'est normal, une valeur c'est toujours comme ça, non ? Eh bien, pas tout à fait Minus, enfin même pas du tout. On va justement regarder d'autres types de grandeurs et laisser de côté pour le moment les exemples de grandeur intrinsèque. On peut aussi avoir affaire à des grandeurs émergentes. Ce que vous mesurez correspond bien à un ensemble de caractéristiques de votre système, mais n'a de sens qu'à des échelles suffisamment grandes. C'est-à-dire que si vous zoomiez, vous ne trouverez rien de fondamental dans votre système qui correspond à ce que vous mesurez. On va en voir un exemple. Imaginez-vous en train d'étudier un petit objet émettant un son pur. Si vous écoutez, il émet ce genre de choses. Pour vous, à tout instant, vous pouvez définir la note que ce système émet et tracer un graphe très précis de l'évolution de cette grandeur, la hauteur de note, en fonction du temps. Vous avez toujours observé cette grandeur ponctuellement définie, alors rien de plus naturel que de zoomer temporellement pour savoir ce qui se passe sur des intervalles de temps très courts. Seulement voilà, ici les choses vont devenir bizarres, car comme vous le savez, la note, c'est la grandeur qu'on associe à la fréquence à laquelle notre système vibre. S'il vibre rapidement, vous percevez des aigus, s'il vibre lentement, vous percevez des notes graves. Mais ce concept de fréquence n'a de sens que sur un intervalle de temps suffisamment grand. Si vous zoomez trop, à des échelles de temps inférieures à une période, la notion de note n'a plus de sens satisfaisant. En résumé, la seule grandeur intrinsèque à notre petit objet est ici la dimension sur laquelle il vibre. Mais à une échelle macroscopique, cette grandeur qui varie peu en amplitude n'a pas un impact suffisamment grand pour qu'on en remarque directement les effets. A l'inverse, à haute échelle, on voit parfaitement la fréquence à laquelle cette grandeur oscille, ce qui se traduit par une nouvelle grandeur, la tonalité, mais qui du coup perd son sens fondamental et ponctuel. On a donc bien ici un exemple de grandeur émergente, la tonalité, qui est bien une propriété de notre système, mais qui ne peut pas se définir à toute échelle. Dans cette analogie, on a fait varier l'échelle de temps, mais on aurait très bien pu imaginer des phénomènes similaires en faisant varier l'échelle d'espace. Continuons et parlons maintenant de grandeur d'interaction. Supposons que votre réalité soit un immense circuit électrique et que sur celui-ci, vous pouviez en soumettre une sous-partie à vos expériences. Pour vous, il existe une grandeur que vous savez mesurer et qu'on appelle le schmurz. Sur le système A, par exemple, vous mesurez un schmurz de 3,4 et sur le système B, un schmurz de 2,1. Ce que vous ignorez, c'est que cette grandeur n'est autre que le flux électrique entrant dans la partie étudiée. Mais vous n'avez même pas conscience de l'existence de liens entre chaque nœud. Vous savez juste mesurer cette grandeur pour n'importe quel système jusqu'au simple nœud. Vous pouvez déjà sentir le problème. Si dans votre circuit quelque chose change ailleurs, loin de votre système d'études, alors la valeur de votre grandeur va potentiellement changer pour votre système. Un changement sur le circuit impacte localement partout le circuit. La valeur de votre grandeur dépend de l'environnement de votre système. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que notre système il n'est pas isolé. Justement, il est question de casser cette vue où on pourrait idéalement isoler tout ce qu'on désire. Ici, c'est bien fondamentalement que notre grandeur est contextuelle, c'est-à-dire que même si on réussissait à isoler notre système, ça n'aurait pas grand intérêt. On trouverait toujours un schmurz de 0. En coupant les fils, il n'y aurait plus de courant. C'est donc bien par définition que notre grandeur est liée à l'interaction entre notre système et le reste de l'univers. Vous avez maintenant une vision plus fine de tout ce qu'une grandeur peut être.
Alors pourquoi ne vous ai-je pas donné d'exemple au début de grandeur intrinsèque? Eh bien parce que je n'en ai pas. Il est pratiquement impossible en science de déclarer que ce qu'on observe n'est ni émergent ni contextuel, même pour des grandeurs comme la position, la vitesse ou l'énergie. Comme dans mon exemple avec la tonalité, le fait d'observer ces grandeurs à notre échelle ne permet pas de postuler leur existence fondamentale. Ces grandeurs peuvent être émergentes ou n'avoir qu'un sens relationnel. Une autre chose qu'on peut mentionner, c'est que des grandeurs même intrinsèques ne sont pas nécessairement indépendantes. Supposons qu'on observe un système et qu'on regarde précisément son nombre projeté dans deux directions. On va supposer que notre système est constitué d'une petite barre pouvant tourner sur elle-même. On peut plus ou moins considérer que ces deux grandeurs, la taille de son nombre, sont des grandeurs intrinsèques au système, mais on voit bien qu'elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Lorsque l'une est maximale, l'autre est nulle, et réciproquement. On a dit beaucoup de choses sur les systèmes, maintenant on va parler de l'expérimentation elle-même. Lorsqu'on étudie le fondamental, la majorité des problèmes vient du fait que l'appareil de mesure a la même granularité que ce qu'il observe. Par exemple, si vous étudiez des particules élémentaires ou des champs, vous ne pouvez pas faire autrement que de les faire interagir avec d'autres particules élémentaires et d'autres champs. Vous ne disposez de rien de plus petit. La première conséquence évidente est ce qu'on appelle le bruit, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes aléatoires pouvant venir perturber notre mesure. À la différence de ce qu'on a dit sur nos valeurs d'interaction, ici on aimerait isoler notre système pour le rendre insensible au bruit, car l'isoler ne va pas détruire le sens de la valeur qu'on observe, mais bien en améliorer la qualité. Malheureusement, en pratique, il est impossible de faire abstraction totalement du bruit. Une autre conséquence de ces interactions de même granularité que notre système est qu'elles vont potentiellement modifier celui-ci de manière non négligeable. Ce qui rend douteux le fait de réaliser deux mesures de la même grandeur consécutivement, mais également douteux le fait de mesurer deux grandeurs différentes, car vous devez nécessairement effectuer une mesure avant l'autre et la première mesure peut avoir pollué le résultat de la seconde. On est donc condamné à devoir refaire les expériences depuis le début à chaque fois. Je vous propose une petite analogie pour bien comprendre les limitations de l'expérimentation lorsque la granularité est celle de notre système d'études. Supposons que dans une boîte soit enfermée une statue. Sans regarder dans la boîte, vous avez le droit de manipuler une lance pour tenter d'épouser le profil de la statue et ainsi de le deviner. Ça n'a pas l'air très compliqué. Maintenant, imaginez le même jeu, mais avec à la place de la pointe de votre lance, un profil similaire à celui de la statue que vous cherchez à dessiner. Ça devient clairement insurmontable, mais n'oubliez pas qu'ici, on vous a expliqué ce qui se passe alors qu'en pratique, vous auriez dû le comprendre. Le décalage de cette lance est d'ailleurs un bon exemple de valeur d'interaction, qui ne correspond pas uniquement à votre système, la statue, mais bien à son interaction avec l'environnement qui ici se limite à votre appareil de mesure, la lance. Cette expérience mesure autant l'appareil que votre système, et de fait, avant mesure, cette grandeur, le décalage de la lance, ne peut pas être défini ni prédit d'après uniquement les propriétés de votre système. Enfin, un dernier problème dont on va parler, c'est que la mesure se fait presque toujours de manière indirecte. Si vous voulez mesurer la charge de certaines particules, alors vous allez envoyer celles-ci dans un champ magnétique et regarder comment elles sont déviées, puis déduire de cette déviation, ainsi que de paramètres connus comme leur masse et leur vitesse, la charge qu'elles doivent avoir. Mais ce qui est important, c'est que la réelle mesure en fait n'a été qu'une mesure de position. Ça n'a l'air de rien, mais j'espère que vous voyez à quel point ceci est terrifiant. D'abord, il faut connaître tout un tas de paramètres sur votre système, comme la masse, la vitesse de celui-ci. Ensuite, il vous faut faire aveuglément confiance à votre théorie pour déduire la valeur que vous voulez mesurer. Et si ça se trouve, cette valeur n'avait un sens qu'émergent, et il est tout à fait possible qu'à l'échelle de votre système, elle n'ait aucun sens. Mais procéder de cette manière va lui en inventer un qui colle avec votre modèle. Si tout se passe bien, à l'issue de tout cela, on peut utiliser nos mesures pour valider notre théorie. Cette même théorie qu'on a utilisée pour déduire de manière indirecte les valeurs des quantités qu'on a mesurées. Ces mêmes valeurs qu'on utilise pour valider notre théorie. Vous voyez le problème? Pour l'éviter, on a intérêt à être très futé et extrêmement rigoureux. En résumé, vous l'aurez compris, il est très courant que les choses ne soient pas ce qu'elles semblent être. Les grandeurs n'existent pas toutes réellement et l'expérimentation souffre de terribles limitations lorsqu'on s'attaque au fondamental. Ainsi que vous ayez déjà quelques notions de physique quantique ou non, il doit vous sembler maintenant presque normal que tout modèle descriptif du fondamental soit parfaitement indigeste et contre-intuitif. Le réel ne peut être à notre échelle qu'émergent et toutes ces propriétés macroscopiques n'ont pas de raison d'avoir encore de sens au niveau microscopique.
J'espère que cet épisode vous a plu et vous avoir donné une nouvelle vision du réel qui vous rassurera lorsqu'on abordera tous les aspects étranges de la physique quantique. N'oubliez pas éventuellement de partager cet épisode et de souscrire à la chaîne.